Ok, 18h02, on va commencer. Alors bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Mathéo et je suis étudiant à Sciences Po et je serai le modérateur de cette conférence pour tout ce qui est soucis techniques. D'abord, merci à vous de vous être rendu disponible pour cette nouvelle conférence du printemps de l'histoire-géographie. Je vous invite à garder vos caméras éteintes pendant la conférence pour qu'on puisse garder un débit satisfaisant. Alors, le Printemps de l'Histoire-Géographie, c'est un cycle de conférences qui est organisé par Histoire d'en parler. Histoire d'en parler, c'est une association nancéenne qui a été fondée en 2017 et qui a pour objectif, grâce à une trentaine de bénévoles, d'organiser de rendre plus accessible en fait et plus ludique euh, l'étude l'étude de l'histoire-géographie à travers des ateliers dans des écoles, mais aussi des événements à plus grande échelle pour tous les publics, euh, avec notamment la participation de professeurs et de jeunes chercheurs de l'Université de Nancy. Euh, Aujourd'hui, nous accueillons avec grand plaisir Monsieur Frédéric Schwint. Vous êtes docteur, professeur agrégé d'histoire et membre associé au sein du Centre de recherche universitaire lorrain d'histoire. Vous êtes notamment spécialisé dans l'étude de l'histoire des faits religieux et tout particulièrement en Lorraine. Et vous occupez également la fonction d'inspecteur de l'éducation nationale. Vous nous présentez aujourd'hui une conférence sur le lieutenant-colonel Drian et notamment son passage presque contraint de la littérature à la stratégie militaire. Euh, voilà, je vous laisserai amplement développer ce sujet bien mieux que moi. À la fin de l'exposé, vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions directement à notre conférencier. Pour cela, vous n'aurez qu'à indiquer dans le chat que vous voulez poser une question et je vous ouvrirai le micro. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des problèmes techniques. Bonne conférence à tous. Bien, merci à tous. Remerciements d'abord à l'association de permettre d'intervenir ce soir, puis à M. Polito d'avoir osé de modérer cette intervention qui concerne un travail en cours. Donc, je présenterai ce soir de manière très modeste, qui consiste à relire les œuvres du lieutenant-colonel Drian, alors des œuvres assez oubliées aujourd'hui, mais qu'on retrouve encore beaucoup chez les bibliothécaires ou dans les brocantes, à l'aune de la pensée stratégique et de la pensée géopolitique du 19e et du début du 20e siècle. Mon hypothèse est que le colonel Drian, au-delà du personnage qui a intégré le roman national et du Bois des Corps qui est devenu un lieu de mémoire, le colonel Drian est peut-être plus que cela, mais que les aléas de sa carrière, que je vais relater ce soir, ont empêché de s'exprimer d'une manière normale au sein de l'institution militaire et dans des écrits stratégiques et qu'il a trouvé dans la littérature un moyen d'exprimer une réflexion et des idées. Alors, comme c'est un travail en cours, je me contenterai ce soir, parce que je suis souvent trop bavard, de vous faire partager mes interrogations qui m'ont amené à lancer ce travail. Alors, en France, comme je le disais, le colonel Drian est un peu oublié. Chaque année, la cérémonie organisée au nord de Verdun, au Bois des Corps, là où il est mort avec ses chasseurs, est d'autant plus émouvante que le calme et la sérénité de l'endroit font oublier le déluge de fer et de feu qui s'y abattu le 21 février 1916. Les Nancéens, quant à eux, se souviennent qu'il a été député de la ville car une place porte encore son nom près de la cathédrale. Pourtant, comme Balzac avec la Comédie humaine, Drian avait conçu toute son œuvre, une trentaine de romans, quelques essais, mais une trentaine de romans un peu à la façon de Jules Verne, comme un cycle qui porte le nom de sa première série, La guerre de demain. Très populaire avant-guerre sous le pseudonyme de Danrit, il s'est néanmoins effacé progressivement des mémoires. Alors, de nombreuses publications lui ont été consacrées ces dernières années, dont une excellente biographie, que je voudrais rappeler, de Daniel Diazide. Et plus récemment, il a été replacé au milieu des écrivains et des hommes d'État français du début du XXe siècle, Barrès, Poincaré, Lyautey, avec lesquels il partageait un même intérêt pour la question de la frontière de l'Est. Plus pointu, mais tout aussi passionnant, les travaux de Gérald Savicki sur l'espionnage franco-allemand ainsi que sur l'affaire Schneebele ont apporté une pièce importante au décor. De même, toutes les publications très très nombreuses que le centenaire ont permis
nous permet d'avoir aujourd'hui beaucoup de travaux sur d'autres personnages de la même génération, tous les généraux, alors certains connus comme Joffre, Foch, Castelnau, mais d'autres beaucoup moins connus, avec lesquels on peut faire des comparaisons et voir si Drian faisait partie de cette génération ou s'il était à part un électron libre. Jusqu'ici, les historiens ou les critiques littéraires ont surtout étudié le militaire, l'écrivain, voire dans le cas de Daniel David, le rapport entre les deux, mais le stratège a peu retenu l'attention, d'autant que d'autres personnages ultérieurs, très connus à l'image de De Gaulle, ou inconnus, là je prends l'exemple du lieutenant-colonel David Galula, qui est parfaitement inconnu en France, c'est un officier français, qui est enseigné dans l'école de guerre américaine. Comme lui, Drian est resté en marge de la réflexion stratégique dominante. Pourtant, à la lumière de l'engagement en Afghanistan, on a redécouvert, 40 ans après la mort de Galula, sa pensée sur la contre-insurrection. Je pourrais dire la même chose du général Beaufre, qui a commandé l'expédition de Suez, qui a publié des manuels de stratégie dans les années 60 et qui est aujourd'hui un peu oublié. Donc, il n'est peut-être pas trop tard pour Drian. En général, un écrivain utilise sa vie dans ses romans. C'est vrai pour Drian qui transpose ses souvenirs de jeune lieutenant affecté au fort de Liouville, près de Saint-Miel, en Meuse, dans son premier ouvrage. C'est à cette occasion qu'il donne vie pour la première fois à un héros récurrent, d'Henrit, qui devient son pseudonyme littéraire. Mais l'inverse est vrai aussi, car par une suite de hasards, le colonel Drian a aussi vécu ses livres. Le 20 février 1916, à la veille du déclenchement de la bataille de Verdun, alors qu'il vient de recevoir la visite de Joffre, il adresse à sa femme ce dernier courrier où il se montre résigné quant à son sort. Il sait ce que lui et ses chasseurs vont subir dans les heures qui suivent. Je ne t'écris que quelques lignes hâtives, car je monte là-haut encourager tout mon monde, voir les derniers préparatifs. L'ordre du général Babs que je t'envoie, la visite de Joffre hier, prouve que l'heure est proche et au fond, j'éprouve une satisfaction à voir que je ne me suis pas trompé en annonçant il y a un mois ce qui arrive par l'ordre du bataillon que je t'ai envoyé. À la grâce de Dieu. Vois-tu, je ferai de mon mieux et je me sens très calme. J'ai toujours eu une telle chance que j'y crois encore pour cette fois. Le assaut peut avoir lieu cette nuit comme il peut encore reculer de plusieurs jours. Mais il est certain, notre bois aura ses premières tranchées prises dès les premières minutes, car ils y emploieront flammes et gaz. Nous le savons par un prisonnier de ce matin. Mes pauvres bataillons si épargnés jusqu'ici. Enfin, eux aussi ont eu la chance jusqu'à présent. Qui sait? Mais comme on se sent peu de choses à ces heures-là. Alors, Drian écrit avec les mots de Lahire, compagnon de Jeanne d'Arc, qui, sous son lit de mort, affirmait lui aussi qu'il avait fait ce qu'il avait pu. Mais consciemment ou non, il reprend presque mot à mot les premières pages de la guerre de Forteresse, où il disait déjà avoir eu beaucoup de chance. Tant comme soldat que comme écrivain, Drian d'Henrit se concevait en effet d'abord au service du pays, au service de la France. Émile Drian est né le 11 septembre 1855 à Neufchâtel-sur-Aisne, en Champagne, d'un père notaire et juge de paix. Il partage avec un certain nombre de personnages de la même génération que lui, Poincaré, Maurice Barrès, le général Étienne, l'inventeur des chars, d'avoir vu passer dans son enfance les troupes prussiennes dans son village, et on retrouve chez ces personnages les mêmes souvenirs quasiment écrits de la même manière. Pour Drian, il s'agit de « J'ai dans la mémoire la vision très nette de bataillons comme ceux qui passent en ce moment casque en tête. Ils se succédaient jour et nuit devant la porte de mes parents. C'était à Neufchâtel, aux portes de Reims. Cela revenait de Sedan. J'avais 15 ans et je comprenais. Aujourd'hui, quand j'entends les jeunes s'égarer dans les rêveries humanitaristes, je me dis, s'ils avaient vu cela. On comprend l'origine de sa vocation militaire et de son amitié future avec Maurice Barrès, son collègue de l'Assemblée nationale, ou avec Déroulède, le chantre de la Ligue des Patriotes. Cette vision de défaite fait écho dans son esprit à un événement antérieur issu de la tradition familiale et que Drian immortalisera à de nombreuses reprises dans son œuvre littéraire. En 1814, son grand-père avait entrevu Napoléon et même touché sa redingote. Le vieillard avait vu le grand homme passer un jour à cheval dans la rue de Vesle, à Reims, calme sur son cheval blanc, alors qu'autour de lui s'accumulaient les armées prussiennes. Tous ces mystérieux enthousiasmes qui avaient vibré dans l'âme française pendant 20 ans se retrouvaient sous la forme d'un culte presque religieux dans son esprit. Alors, malgré ces critiques parfois virulentes de la Troisième République et du régime parlementaire, et comme pour Maurice Barrès, qui acceptait lui aussi l'héritage de la Révolution, cet événement, à lui seul, suffit à enraciner Drian dans la République et à le vacciner contre le nationalisme intégral et le combat pour la monarchie de Maurras. Élève au lycée de Reims, il obtient un premier prix d'histoire au concours général, mais alors que son père aurait aimé le voir
voir lui succéder dans son étude, il veut être soldat. Sa vocation prend sa source dans les images de 1870, si profondément imprimées dans son cerveau, qui y revient constamment dans ses livres, notamment le premier, La guerre de forteresse, publié en feuilleton à partir de 1888. C'est son double d'Henri de Drian, commandant second d'une compagnie du 54e Héry, chargé de tenir le fort de Youville, qui parle au moment où la guerre éclate. Sorti de Saint-Cyr en 1877, j'étais encore enfant quand les corps d'armée germains étaient passés, se succédant sans interruption dans ce petit village Neuchâtel, près de Reims, sur la route de Paris. Et je me souvenais qu'alors furieux de mon impuissance et de ma jeunesse, je m'étais juré de grandir bien vite et d'être officier pour le jour de la revanche. Et ce jour était venu, enfin. Après une double licence en lettres et en droit, Drian intègre en effet Saint-Cyr en 1875. Il en sort dans la botte, 4e en 1877. Petit, mais très doué pour l'équitation, selon ses instructeurs, il choisit néanmoins l'infanterie. Il est promu au plus haut poste de la hiérarchie militaire, bien noté, comme c'était le cas à l'époque. Il fait ses premières armes aux colonies, où il fait des relevés topographiques. Mais aspect moins connu, il passe aussi par la Meuse. À l'époque de Boulanger, Drian aurait aussi été affecté à de discrètes missions d'inspection sur la frontière. Mais déjà en début de carrière, il a effectué à Saint-Mihiel, alors grosse ville de garnison, QG de division, des relevés topographiques. Et cette anecdote rapproche d'un certain nombre d'autres personnages. Je pense notamment à l'armée britannique et au corps des ingénieurs, qui a joué un grand rôle dans la mise en place des services d'espionnage britanniques, et où on pense au colonel Lawrence, qui partageait la même passion pour la géographie, pour l'archéologie, pour l'histoire. Plus tard, élu député de Meurthe-et-Moselle, il s'intéresse beaucoup au secteur fortifié de Toul, qui poursuit au sud-est celui de Verdun. Sa carrière ramène donc constamment le soldat écrivain vers la Meuse et la Lorraine, qui apparaissent naturellement comme le cadre privilégié de ses premiers romans. C'est entre Saint-Mihiel et Apremont, et notamment au Fort du Louville, que se déroule son premier livre. C'est aussi à Verdun que le héros des Robinson de l'Air est en poste, et c'est en Argonne que commence son périple vers le pôle Nord, narré par Danric en 1900. Un peu comme De Gaulle, qui multiplie les publications après son passage au cabinet du maréchal Pétain, je pense à La France et son armée par exemple, puis au secrétaire général à la guerre, époque où il rédige vers l'armée de métier. L'expérience de la guerre de demain, publiée entre 1888 et 1892, traduit sous une forme à peine romancée toute l'expérience accumulée par Drian auprès d'un personnage controversé, le général Boulanger. Comme pour De Gaulle, cette page marque aussi un arrêt dans sa progression de carrière. En 1884, Émile Drian est en effet affecté comme officier d'ordonnance auprès du général Boulanger, alors commandant la division stationnée en Tunisie, et il le suit à Paris lorsque ce dernier est nommé ministre de la guerre en 1886. À ce poste, il se limite à des fonctions exclusivement militaires et ne touche en rien à la politique. Mais cela lui sera pourtant amèrement reproché plus tard. La geste du brave général Boulanger, évoquée dans la chanson populaire En venant de la revue, est bien connue. Il a d'abord été poussé par les radicaux, dont Clémenceau, avant de devenir le point de ralliement des extrêmes, l'extrême droite royaliste ou nationaliste et l'extrême gauche blanquiste. Rappelons que Maurice Barrès, qui était député boulangiste de Nancy, siégeait à cette époque à l'extrême gauche de la Chambre des députés et un suppléant ancien blanquiste, et dit-on communard. On sait aujourd'hui que Boulanger n'a été ni cet idiot décrit par Clémenceau, ni le va-t-en-guerre qu'on a voulu voir en lui au moment de l'affaire Schneebeli. Au cabinet du ministre, Drian se serait intéressé à la question des fortifications, mais aussi peut-être à celle du renseignement. Et d'une certaine manière, la guerre de demain est une illustration et défense des thèses de Boulanger contre celles des républicains opportunistes. Surtout au cabinet du général Boulanger, dans cette petite année qu'il passe auprès de lui, Drian a été au contact de ce qu'il faisait de mieux en matière de réflexion stratégique, mais aussi, on dirait aujourd'hui, de nouvelles technologies. Dans son premier roman, Danric raconte à la première personne une invasion allemande. Il montre d'abord qu'une invasion soudaine est possible et qu'il n'hésite pas à utiliser le terme de viol de la frontière. Nous ne sommes pourtant qu'en 1888, pour décrire le passage des troupes allemandes à travers la Belgique neutre. Comme toujours en science ou en politique fiction, cette guerre se situe dans un futur imprécis, mais l'auteur évoque fréquemment l'année 1886, justement celle où l'action de Boulanger était décisive. Le roman présente même d'une manière concrète les avancées attribuées au ministre de la guerre, renforcement des fortifications afin d'abriter les troupes de couverture qui doivent protéger la mobilisation, accélération de la mise en service du fusil Lebel ou des obus à la mélinite, et ce qui est moins connu,
financement des recherches sur les ballons, que Drian évoque aussi dans Les Robinson de l'air. Son passage au ministère lui en effet permis de nouer, je l'ai dit, des contacts personnels avec tout ce que l'armée possède alors de plus avancé en matière de recherche. Dans plusieurs livres, il évoque aussi, mais sans utiliser le mot qui n'existe pas encore, la notion de complexe militaro-industriel, dans l'invasion noire, dans l'invasion jaune et même dans la guerre fatale. Le roman nuance fortement l'image d'un boulanger belliciste et partisan de l'offensive à outrance. Les dialogues entre les officiers du fort de Youville comparent en effet l'avantage des stratégies qui font leur débat, offensive, défensive, défensive-offensive, avant de conclure que l'important n'est pas là. En effet, quelle que soit l'option retenue, il faut d'abord réaliser la mobilisation, d'où l'importance des fortifications, de l'artillerie de forteresse et des troupes de couverture. Or, Boulanger a été le premier à réaliser et à réussir en France des exercices de mobilisation de grande ampleur, et c'est justement ce qui a inquiété Bismarck. Et puis, la contre-attaque vient, celle qui est narrée dans le deuxième tome de la trilogie, La guerre en race campagne, écrit fictivement par Danric à partir des notes d'un capitaine du 4e SPAHI. C'est un régiment stationné en Tunisie que Drian connaît bien pour y effectuer plusieurs temps de commande. Le 29 octobre 1887, Drian épouse à Paris la fille du général Boulanger qui venait de quitter le gouvernement et surtout d'être brutalement mis à la retraite. On ne peut pas qualifier Drian d'opportuniste car il devient le gendre du général Revanche au moment même où son étoile pâlit. Exilé en Belgique, celui qui n'a pas voulu marcher sur l'Élysée se suicide en 1891 sur la tombe de sa maîtresse. Clémenceau, qui n'est pas en mal d'un bon mot, dira qu'il est mort comme un sous-lieutenant. Pour tous, Drian n'en demeure pas moins le gendre d'un pestiféré. Or, paradoxalement, ce ne sont pas les républicains modérés, les Ferry, Freycinet, Poincaré et consorts, Freycinet favorise d'ailleurs plutôt sa carrière, alors au pouvoir, qui vont vouloir se venger de lui, mais 10 ans plus tard, les radicaux, qui avaient pourtant de prime abord encouragé les premières initiatives du général Revanche. Pendant 10 ans, jusqu'à la fin du siècle, la carrière d'Émile Drian se poursuit en effet normalement. Nommé chef de bataillon, commandant en 1896, il est alors un des officiers les mieux notés de l'armée française. Systématiquement, il était à chaque fois classé premier au tableau d'avancement, et c'est encore le cas au début du siècle pour l'accession au grade de lieutenant-colonel et pour l'octroi d'un commandement. Pourtant, à partir de 1899, il est chaque année rayé du tableau d'avancement par les ministres successifs de la guerre, et ceci, malgré un document de l'état-major indiquant que rien ne s'opposait à sa promotion. Drian ne doit pas passer lieutenant-colonel ni commander un régiment afin de ne jamais devenir général. C'est pourquoi il demande un bataillon de chasseurs à pied, unité qui fait corps, mais qui est dirigée par un simple commandant. Il obtient le premier bataillon de chasseurs à pied de Troyes, rapidement surnommé le bataillon Drian, et dont il fait une unité d'élite. Il va passer 6 ans à Troyes, une période qui peut paraître fort longue comparée au temps de commandement actuel de 2 ans. Entre l'administration de son unité, les manœuvres, les marches de 150 km en tête de son unité, qui annonce un certain général Bijard, et les mondanités propres à la vie de garnison, le commandant Drian, qui est désormais un peu loin de Paris et des milieux décisionnels de la guerre, trouve tout naturellement un dérivatif dans l'écriture. Cependant, la ville de Troyes, et même Reims, qui n'est pas très loin, sont à l'époque des centres très importants dans la naissance de l'aviation et de l'aviation militaire, ce qui n'est pas sans exciter l'imagination de Danric, écrivain. En 6 ans, il livre en effet pas moins de 8 volumes. Il achève d'abord sa seconde trilogie, Histoire d'une famille de soldats, Filleul de Napoléon en 1900, puis Petit Marçon en 1901, qui viennent compléter Jean Tapin, paru en 1898. En 1902, c'est le drapeau des chasseurs à pied, un vibrant hommage rendu à son unité. Moins disponible pour des recherches, Drian donne donc des ouvrages davantage historiques et moins liés à l'actualité. En pleine affaire Dreyfus, ils permettent néanmoins, avec un peu de recul et de précaution, d'affirmer la place que l'armée doit jouer, selon lui, dans la société. Dès 1902-1903, il revient pourtant à la guerre fiction et notamment à la guerre sous-marine à l'occasion de sa 3e trilogie, La guerre fatale, qui raconte une guerre franco-britannique. On a en effet largement oublié, grâce à l'entente cordiale de 1904, que notre plus gros ennemi potentiel était alors la perfide Albion. Et la guerre a même failli éclater après l'affaire de Fashoda en 1898, affaire que Drian connaît très bien, puisque l'adjoint du colonel Marchand, qui a conduit la colonne à travers le Soudan jusqu'à Fashoda, le futur général Baratier, est un des meilleurs amis, un ami intime de Drian. Seul le renfort de l'alliance russe avait alors pu nous sortir de l'isolement diplomatique.
Drian propose en 1904 un roman d'aventure, mais aussi de politique fiction intitulé « Évasion d'empereur », qui raconte bien entendu comment Napoléon aurait pu quitter Sainte-Hélène à la barbe des Anglais. Simple parenthèse, sans doute pas, parce que Drian, violemment anglophobe, prépare en même temps un livre bien plus ambitieux et qui sera une de ses meilleures ventes, un ouvrage remis fréquemment comme prix de fin d'année dans les lycées. Ordre du Tsar relate la course de vitesse entre deux colonnes russes et britanniques, partie l'une d'Asie centrale et l'autre des Indes, afin de s'emparer du Tibet. Bien sûr, les sujets du Tsar l'emportent grâce à une petite troupe de soldats français et leurs dirigeants. Drian est barré pour l'accès au plus haut poste de l'armée. En 1092, il a déjà reçu 8 jours d'arrêt pour avoir défendu la mémoire de son beau-père dans les colonnes du Figaro. À partir de l'arrivée au pouvoir d'une majorité radicale en 1898, Saraï, qui a seulement un an de moins que lui et qui était moins bien classé, obtient sans problème barrette et commandement. Or, ce dernier ne cache pas ses sympathies politiques pour la nouvelle majorité. Avant même que n'éclate officiellement l'affaire des fiches, elle affecte déjà la carrière de Drian. Depuis 1899, le gouvernement du Petit Pércon et du général André, ministre de la guerre auprès duquel sert Saraï, a mis en place un système de notation parallèle des officiers avec l'aide des loges maçonniques. Les opinions des militaires, lesquels ne disposent pas, rappelons-le, encore du droit de vote, et notamment leurs opinions religieuses ou prétendues telles, sont prises en compte pour favoriser les officiers que l'on croit républicains et bloquer la carrière des autres. Les états-majors sont épurés, de même que les grands commandements, et les fiches servent aussi à déterminer le classement de sortie de l'école de guerre ou la liste d'aptitude à la fonction générale. De Castelnau, le futur vainqueur du Grand Couronné en 1914, est ainsi expulsé de son poste de directeur du premier bureau de l'état-major. L'affaire éclate en 1904 et André démissionne, mais le système continue néanmoins à fonctionner. Drian manifeste haut et fort son indignation devant les cadres de son bataillon. Il fait aussitôt l'objet d'un rappel à l'ordre et est rayé une fois de plus du tableau d'avancement. En 1905, il prend 15 jours d'arrêt simple pour avoir fait publier des notes personnelles dans la presse. En plein climat de séparation des églises et de l'État, arrive la dernière affaire, celle de la célébration de la Sidi Ibrahim, la fête des chasseurs. À Troyes, elle commence par une messe à laquelle participe librement une partie du bataillon. Le ministre de la Guerre, Berthaud, demande des explications au commandant du 20e corps. Les journaux s'emparent de l'événement et publient la réponse du chef de corps du 1er BCP à son supérieur. Bilan, 15 jours d'arrêt de rigueur supplémentaire. À 50 ans, le 31 décembre 1905, le chef d'escadron Émile Drian démissionne et quitte l'armée. Admis dans le cadre de réserve, il ne reçoit pas de commandement non plus, comme il l'espérait, ni d'une unité de réserve, ni même d'une unité territoriale. Drian devient donc écrivain à temps plein, mais il ne se contente pas de défendre ses idées par les mots et le papier. Après un premier échec en région parisienne, aux législatives de 1906, il se présente en 1910 à Nancy. Le choix de l'Est pour ce champenois amoureux de la Tunisie pourrait sembler paradoxal, il est tout à fait logique. Comme De Gaulle qui s'installe dans l'entre-deux-guerres à Colombey afin de demeurer à proximité des bastions de l'Est et des grandes villes de garnison de la frontière, il y a chez Drian ce désir de s'implanter au cœur du dispositif français, à quelques kilomètres seulement des territoires annexés. Dans la guerre de forteresse, la brusque offensive allemande que narre le lieutenant d'Henry se dirige en effet à la fois vers les côtes de Meuse et l'ensemble Nancy-Toul. En 1888, l'auteur plaçait déjà dans la bouche d'un vieil officier qui avait assisté le récit traumatisant de l'occupation de la ville de Nancy par un simple lieutenant prussien et 4 Uhlans. Et puis Drian avait été affecté quelques mois à Nancy avant de recevoir le commandement de son bataillon. C'est donc une cité qu'il connaît bien. Il existe aussi une grande proximité entre Drian et 3 personnages qui marquent alors, chacun sa manière, la Meurthe-et-Moselle, la Lorraine et la France. Barrès, Lyautey et Louis Marin. D'une certaine manière, Drian succède à Barrès, qui était au cours d'un unique mandat député de Nancy. Les Robinson de l'Air font d'ailleurs référence de manière implicite à l'auteur de La Colline inspirée et à sa prédilection pour la terre et les morts. Les déracinés de Barrès commencent au lycée de Nancy. Le professeur de philosophie devient député radical, alors qu'un de ses élèves, sous les couleurs de Boulanger, est élu à Bar-le-Duc. On regrette en tout cas ce que Barrès aurait pu écrire pour accueillir Drian chez les Immortels de l'Académie française. La guerre de Drian vient de poser sa rapport. Drian et Lyautey sont de la même génération, puisqu'ils sont nés puis entrés à Saint-Cyr à seulement une année de différence. Surtout, catholiques ralliés à la République, ils défendent une même idée du rôle social de l'officier que le proconsul du Maroc théorise dans ses essais et que Drian diffuse dans ses romans. Enfin, ils ont en commun le goût de l'Orient qui illustre magnifiquement les pages de Drian sur la Tunisie. Par exemple, celle du début des Robinson sous-marins.
Le dernier individu est aujourd'hui moins connu, même s'il a été en son temps un personnage considérable de la Troisième République. Président de l'Alliance républicaine et dirigeant à une époque de tout le centre droit, il fut même un des rares esprits éclairés avec Georges Mandel à voir venir les périls des années 30. De Gaulle espère même longtemps le voir venir à Londres. Eh bien, ils sont élus ensemble en 1910, année où 4 députés de droite, ce qui ne s'était jamais vu depuis 1871, représentent la Meurthe-et-Moselle à la Chambre. Là se trouve, semble-t-il, une raison supplémentaire du choix de l'Est. L'année 1910 symbolise une évolution politique aujourd'hui bien connue et qui fut illustrée à l'époque par une vraie fausse enquête, l'enquête Agathon, vrai faux sondage en direction de la jeunesse dû à un journaliste et à un écrivain en herbe qui révéla la profonde poussée nationaliste alors en l'œuvre dans l'opinion. C'est l'époque de l'engagement d'Ernest Psicari ou de la conversion patriotique de Charles Pic. Aussi, les adversaires de Drian, les radicaux notamment, devant en lui, lorsqu'il se présente à Nancy, qu'un candidat exotique et donc peu dangereux. Dans leur presse, ils tirent à boulet rouge contre lui, ressortent l'épisode Boulanger et l'accusent, c'est le compte d'antipatriotisme. Dès son départ de l'armée, Drian en effet entreprit la rédaction d'un essai publié en 1906 qui s'intitule « Vers un nouveau Sedan ». Il est issu d'une série d'articles qui lui avaient été commandés à l'occasion des grandes manœuvres de l'armée allemande, manœuvres que l'ex-commandant était allé voir sur place. Or, l'ouvrage, très rapidement traduit en allemand, avait été trouvé intéressant par la critique d'Outre-Rhin, d'où l'accusation de la presse nancienne contre son prétendu défaitisme. Ce livre, qui se veut une analyse des erreurs commises quant à la préparation de la guerre future, est le pendant direct des romans dont les dialogues illustrent les polémiques contemporaines. Dans le prologue de Vers un nouveau Sedan, Drian explique d'ailleurs que la guerre de demain, qu'il rédige depuis 18 ans, n'est pas seulement sa première trilogie, mais l'ensemble de son œuvre. Par bien des aspects, ce petit essai ressemble à Discorde chez l'ennemi, un essai d'analyse politico-militaire sur les causes de la défaite allemande de 1918, qui sera, à la génération suivante, le premier livre du capitaine de Gaulle. Émile Drian devient donc député en 1910 et il s'inscrit à droite. Mais c'est finalement dans le groupe relativement modéré de l'Action libérale. C'est alors le principal mouvement d'opposition avec un groupe parlementaire qui oscille entre 60 et 80 députés. Drian appartient à la tendance majoritaire qui regroupe ces catholiques comme Jacques Piou ou Albert Demain qui se sont ralliés à la République après les déclarations de Léon XIII et le célèbre toast d'Alger de Monseigneur Lavigerie. Comme le père du général de Gaulle, ancien légitimiste, Drian peut alors passer pour un républicain de raison. Comme chez Barrès, son acceptation des acquis de la Révolution et surtout de l'Empire le sépare irrémédiablement de l'Action française et de Maurras. S'il n'est pas à proprement parler démocrate chrétien, le mot n'existe pas encore, il fréquente néanmoins au sein de l'Action libérale des émules de Marc Sangnier, qui ont participé à l'aventure du Sillon. La somme d'Alain Larcan sur les origines intellectuelles du chef de la France libre souligne aussi abondamment cette parenté. Au début du siècle, Drian s'est beaucoup intéressé aux différents mouvements qui voulaient rapprocher l'Église et le monde ouvrier ou associer le capital et le travail, lointaine annonciation de la notion de participation chère aux fondateurs de la Ve République. Et il a voté toutes les lois sociales importantes. C'est d'ailleurs son principal centre d'intérêt à la Chambre après les questions militaires. À la suite de la vague anarchiste qui a frappé la France à la fin du siècle précédent, de la révolution ratée de 1905 en Russie, qu'il a suivi de très près, et du développement du syndicalisme révolutionnaire, Drian commence à exploiter la veine de la politique fiction. Au moment même où il se lance en politique, il livre une série de romans qu'il désavouera d'ailleurs au début de la guerre, dans la fièvre de l'Union sacrée, un peu comme le fera Barrès, regrettant dans les différentes familles spirituelles de la France ses anciens propos antisémites. Dans la grève de demain, ou la révolution de demain en 1909, et surtout l'alerte en 1910, Émile Drian croit en la possibilité de la grève générale et d'un possible coup de force révolutionnaire, aidé ou pas d'une 5e colonne ennemie. Le député Drian s'est en effet beaucoup documenté sur la question et il a suivi le déploiement des syndicats jaunes liés au patronat qui tentaient alors de briser l'élan du syndicalisme révolutionnaire. Lieu commun de ce début du siècle, il fait des instituteurs, évidemment tous républicains, laïcs, francs-maçons, socialistes et pacifistes, les principaux fauteurs de troubles, une position qu'il révisera bien sûr dans les tout derniers jours de sa vie, lorsque dans les tranchées du bois des Corps, au milieu de ses chasseurs, il corrigera les épreuves de la réédition des Robassons souterrains. Dans l'édition de 1913, le rôle du traître était joué par un instituteur, mais témoin du sacrifice de nombreux enseignants. En 1914, Drian fit disparaître le personnage. Au-delà de l'anecdote, ce fait démontre que la gauche, comme la droite, partageaient alors les mêmes mythes, pour les souhaiter ou pour les craindre,
celui de la grève générale ou du pacifisme, et ceux relatifs au sein nord de la République. Sans aller jusqu'à Galloula, l'intérêt pour l'insurrection ou la contre-insurrection est logique chez un officier qui, dans sa carrière opérationnelle en Tunisie, a été affecté à des tâches de pacification. Il s'est tenu informé de la révolte des Boxers, où servent un certain nombre de ses camarades de promotion, ou de la guerre contre les bourgs en Afrique du Sud, voire des campagnes moins connues menées par les Britanniques en Asie du Sud-Est, qui préfigurent les luttes de contre-insurrection de la guerre froide. Même si la revanche est centrale chez Danrit, les derniers romans laissent de plus en plus de place à ce que l'on appelle aujourd'hui les petites guerres et au fanatisme religieux, évoqué dès 1894 dans l'invasion noire. Pourtant, avec Foch comme professeur de stratégie d'école de guerre, l'état-major s'intéresse alors surtout au théâtre européen, à la guerre classique et aux campagnes napoléoniennes. Et puis l'offensive à outrance, la seule stratégie qui soit vraiment française, dit-on, à l'époque, est érigée elle aussi en véritable mythe national. La position de Drian est donc assez originale au sein de la pensée militaire de ce début du siècle, même s'il en reste encore à une conception de la guerre qui se résume à la bataille décisive. Et puis arrive 1914, Sarajevo déjà, et la mobilisation. Son âge, 59 ans, et son mandat parlementaire auraient pu lui permettre d'éviter un conflit qu'il avait tant de fois pressenti et annoncé. Il aurait pu aussi intégrer les rouages administratifs, voire profiter du nom sacré pour entrer au gouvernement. La guerre lève de toute façon l'interdit qui le frappait. Comme André Maginot et Abel Ferry, il fait aussitôt acte de volontariat et reçoit le commandement d'abord d'un bataillon de chasseurs, puis de 2. Il obtient enfin la 5e barrette de lieutenant-colonel. Ce n'est plus du roman, c'est la guerre. Le surnom de Jules Verne militaire est emprunté à Daniel David. Jules Verne, qui a connu son premier succès, 5 semaines en ballon en 1862, est mort à Amiens en 1904, mais son œuvre est poursuivie par de nombreux successeurs comme Paul Divoye ou Danrit. Comme à son époque, les ouvrages sont d'abord publiés en feuilleton, dans un journal ou une revue, avant de sortir en grand format. Les amateurs trouvent chez Flammarion la belle édition à relire rouge qui rappelle effectivement les voyages extraordinaires. Très illustrés en général par Dutriac, ces volumes sont aujourd'hui recherchés par les collectionneurs. Une version avec une reliure unie moins coûteuse, fréquemment remise comme prix de fin d'année dans les lycées, est aussi proposée. Mais le lecteur pouvait aussi faire relier la publication en fascicule. Après la guerre, la plupart des romans sortiront enfin en poche. Et Drian est aussi connu et traduit à l'étranger, notamment dans les pays qu'il oppose à la France, dans ses romans. Vers un nouveau Sedan est bien sûr très vite traduit en allemand, de même que la romançon Sous-marin. Le développement de la flotte militaire allemande sous l'impulsion de Guillaume II crée en effet un contexte favorable. Ce roman, publié en français en 1908, sort dès 1910 en langue anglaise, en Angleterre et aux États-Unis. Enfin, l'ancien officier publie aussi des nouvelles dans des magazines américains où il est présenté non comme un romancier, mais comme un fameux stratège et politicien français. Les romans de Danrit possèdent pour la plupart un schéma classique. Prenons l'exemple des Robinson de l'Air. Apparemment, ces livres s'adressent, comme chez Jules Verne, à un jeune public. D'ailleurs, dans la préface de ses romans, Drian ne cache pas son désir de mobiliser la jeunesse, et il en est remercié par l'Académie française lorsque celle-ci lui remet un prix pour la guerre de forteresse. Il s'agit bien sûr de vulgariser les dernières découvertes de la science ou de la géographie et de traiter les thèmes d'actualité. Au-dessus du continent noir, en 1912, constitue ainsi une relecture de l'aventure de la colonne Marchand en 1898, mais avec les acquis les plus récents de l'aviation. Les livres reposent toujours sur un personnage central, jeune officier ou ingénieur, généralement d'extraction modeste, arrivé par l'étude et le travail et habité par le sens du service. Placé devant des circonstances extraordinaires, il va devoir s'interroger sur ce que commande son devoir. Et il va rencontrer une jolie personne, plutôt de belle naissance, et donc au départ inaccessible, mais qu'il va conquérir par ses vertus. La trame sentimentale demande donc très conventionnelle et conforme aux normes morales de la belle époque. La filiation avec Jules Verne est tellement évidente que les thèmes de plusieurs romans sont identiques, Robur le Conquérant et Robinson de l'Air, ou Michel Strogoff et Courrier du Tsar. On retrouve de la même manière la conquête coloniale ou les explorations polaires dans de nombreux ouvrages des deux auteurs, mais il s'agit là de sujets d'actualité communs à l'époque. Certaines scènes sont enfin très voisines. Ainsi, l'aviateur du Pacifique débute par le torpillage du cargo du héros, lequel dérive sur un radeau avant d'être recueilli, comme au début de 20 milieux sous l'air. Mais comme c'est le cas très souvent en science-fiction, l'anticipation n'est qu'un moyen détourné de parler du présent, ce qui peut être utile pour un officier soumis au devoir de réserve et à l'imprimatur de ses supérieurs. Dans Le meilleur des mondes, roman des années 30, Aldous Huxley ne traite qu'apparemment du futur. Après un voyage dans la Russie stalinienne, il évoque au contraire la montée des totalitaristes à son époque. Drian est donc pleinement dans le présent. Plusieurs de ses romans sont d'ailleurs écrits à chaud dans l'événement.
N'oublions pas que l'ancien officier est aussi journaliste et conférencier, et que sans doute les romans reprennent sous une autre forme les thèmes déjà traités dans ses articles. Il rédige ainsi Courrier du Tsar pendant la Révolution ratée de 1905 et embraye sur l'invasion jaune, alors que la défaite russe contre les Japonais est encore un sujet brûlant. Plusieurs ouvrages sont enfin dédiés à des officiers ou des ingénieurs, voire des équipages entiers qui se sont sacrifiés en expérimentant qui est un sous-marin, qui est un ballon. La série des romaçons arrive ainsi juste après des catastrophes aériennes ou des naufrages qui ont fait polémique, au point que des campagnes de presse ont été menées contre les gouvernements qui aient pu dépenser de telles sommes pour rien. L'argumentation de Drian tourne alors un peu à l'apologétique. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est que Drian, depuis son passage au cabinet de Boulanger, entretient un réseau de correspondants dans tout ce qui se fait de mieux dans l'armée en matière de nouvelles technologies. En 1887, Boulanger avait par exemple donné un sérieux coup de fouet et surtout un budget à l'établissement aéronautique de l'armée à Meudon, où furent essayés les dirigeables France et République, dont Henri parle avec emphase. Le héros des romaçons de l'air est tout naturellement un jeune lieutenant polytechnicien formé à Meudon qui vient d'être affecté à Verdun et qui n'est autre que le futur contrôleur général Blois, donc un personnage réel. Cela n'empêche pourtant pas Drian d'imaginer des machines futuristes comme ce dirigeable hybride de ballon et d'avion de Courrier du Tsar ou le calorifone, un téléphone fonctionnant sur la base de la transmission de chaleur de la guerre de forteresse qui n'a pas de réalité en 1888 mais annonce la fibre optique et le laser. Mais même le plus imaginatif des récits d'Henri, les romaçons de l'air, a trouvé un aboutissement dans les années 20, avec la première traversée aérienne du pôle Nord réalisée par Umberto Nobile et Roald Amundsen, quasiment sur la route prévue dans le livre. Chose amusante, Drian prévoyait une expédition franco-américano-norvégienne, la France fut juste dans les faits remplacée par l'Italie. Mais donc, quel est le propre de Drian dans ses romans? Les préoccupations politiques ne sont pas absentes des livres de Jules Verne. Les naufragés de Jonathan abordent le thème du socialisme utopique, un drame en Livonie, celle de la russification et de l'autodétermination, mais il demeure un doute profond sur ses intentions parce que ces romans de la fin de sa vie, ont été profondément remaniés par son fils Pierre. Et si les deux auteurs sont attirés par la Russie, ils sont opposés sur l'action de l'Angleterre et de l'Allemagne. Verne déteste l'Allemagne qu'il a combattu en 1870 comme garde-côte et l'Autriche-Hongrie qui persécute Matthias Sandorf, son Monte Cristo d'Almat. Mais il admire le Royaume-Uni de Phileas Fogg. Question d'époque sans doute, car au début du XXe siècle, la question de la revanche s'est provisoirement assoupie, alors que l'affaire de Fashoda a sérieusement compliqué les relations franco-britanniques. Celle-ci avait pourtant été excellente au début de la carrière de Verne, lorsque l'empereur Napoléon III avait signé un accord de libre-échange avec Victoria. L'alliance franco-russe a encore accru la tension, du moins au début, car l'empire des Tsars et celui de Victoria, impératrice des Indes, s'affrontent en Asie centrale et en Perse. Il serait cependant caricatural d'opposer Jules Verne, vulgarisateur de la science et des voyages, et Drian, simple auteur militaire. Verne a lu et il cite même des auteurs militaires comme Ardent Dupic, et s'est lui-même beaucoup intéressé au conflit. Dans Nord et Sud, par exemple, où il décrit la guerre de sécession américaine, ou dans Les 500 millions de la Begum, où il traite du militarisme prussien. Plusieurs livres laissent même apparaître en filigrane les révoltes coloniales. Nemo lui-même, victime des Britanniques qui ont massacré sa famille aux Indes, est un héros semi-positif de révolutionnaire romantique. Derrière l'humour des premières pages de La Terre à la Lune se cache une violente charge contre la guerre et contre les marchands de canons. Si le gendre Boulanger ne le rejoint pas, bien sûr, sur ce point, les marchands d'armes sont toujours chez lui, âpres au grain et anglais. Et puis, dans la dernière partie de sa vie, l'œuvre de Jules Verne se fait surtout beaucoup plus sombre. Il s'écarte de ce scientisme du Second Empire, sa grande époque, et celle de Pasteur, où on croyait au progrès irrémédiable des sociétés et à la science réglant tous les problèmes. Au début du XXe siècle, cette illusion s'est en partie évaporée et l'irrationnel revient sur le devant de la scène. Freud, Nietzsche et Allan Kardec sont passés par là et Claudel a redécouvert la foi derrière son pilier de Notre-Dame. Le secret de William Stories de Jules Verne, qui est basé sur la possibilité de créer des hologrammes, emprunte ainsi autant aux Frères Lumière qu'au spiritisme et à une ambiance qui n'est pas sans rappeler Marie Shelley et Frankenstein. Drian, lui, décrit la chose militaire de l'intérieur et il s'intéresse à la psychologie, la grande découverte du moment, tant ce qui fait agir les individus que ce qui mobilise les masses. Gustave Le Bon et sa psychologie des foules ne sont pas loin et on comprend l'intérêt du député de Nancy pour les phénomènes révolutionnaires. Alors, romancier ou stratège? Émile Drian, alias Capitaine d'Henriette, est-il donc un véritable écrivain ou un politologue, un stratège ou un géostratège qui aurait été empêché de s'exprimer et qui aurait trouvé un exutoire dans la fiction? Certes, à part Vers un nouveau Sedan, il n'a pas produit d'essais ni de traités, mais il prononce de nombreux discours un peu partout en France
Et la presse en fait souvent l'écho. Il écrit aussi dans des revues militaires et était instructeur à Saint-Cyr. À la même époque, des auteurs civils, mais surtout militaires, venus de la géographie ou des sciences politiques, sont en train de fonder en Allemagne la géopolitique. Mais à Saint-Cyr, où la géographie est pourtant une matière essentielle, on se contente essentiellement de la géographie physique, et encore surtout dans un but de tactique et non pas de stratégie. Drian y excellait, et lors de sa première affectation à Saint-Mihiel, il a effectué beaucoup de relevés topographiques. Il connaît donc particulièrement le terrain de la guerre de forteresse. Toutes les grandes questions du moment sont cependant évoquées à un moment ou à un autre dans la série. En empruntant tous les romans, on peut classer ces centres d'intérêt en 3 domaines. La géopolitique en tant que telle, le progrès de l'armement et son impact sur la théorie militaire, et enfin la question des plans. Le commandant Drian parle avec enthousiasme de l'alliance franco-russe dans Courrier du Tsar, mais l'alerte montre qu'il n'est pas dupe du fameux rouleau compresseur russe. Déjà dans la guerre de demain, l'alliance de revers avait d'ailleurs uniquement pour but d'empêcher une attaque brusquée de l'Allemagne contre la France et de faciliter la mobilisation de ce côté-ci des Vosges. Le roman s'organise autour du thème récurrent de la politique extérieure de l'Empire des Tsars et plus tard de l'Union soviétique, l'accès aux mers chaudes. Certes, la Chine est oubliée dans le livre, mais Drian comprend très bien le rôle que va jouer plus tard le plateau tibétain et il a saisi la fonction charismatique du Dalai Lama. L'auteur narre par exemple une tentative britannique de contrôler la désignation du souverain de cette grande théocratie himalayenne par la mainmise sur le Panchen Lama, le deuxième personnage du Tibet. C'est exactement ce que les Chinois ont tenté de faire, d'abord à l'époque de Mao, puis plus récemment lors de l'affaire dite des enfants prisonniers politiques. Le livre le plus prophétique de Drian est sans doute L'Aviateur du Pacifique, en 1909, qui commence par une attaque sans déclaration de guerre préalable des Japonais sur Pearl Harbor et qui finit par une bataille navale autour de l'îlot de Midway, prélude à un débarquement américain au Japon. L'auteur a bien sûr connaissance de la démonstration militaire que la flotte américaine a conduite dans le Pacifique au début du siècle à la demande de Teddy Roosevelt et des efforts de fortification entrepris à Midway afin d'en faire un centre de stockage de charbon permettant de doubler l'autonomie de laditude. Il insiste en effet fortement sur la fonction maîtresse de la logistique dans les conflits futurs. Le récit est vraiment très proche des événements de décembre 1941 jusqu'au discours du président des États-Unis devant le Congrès, je cite Drian, et le président des États-Unis, dans un message flétrissant la perfidie et la traîtrise japonaise, annonça au peuple américain que l'état de guerre existait entre l'Amérique et le Japon. Cet amoureux du Maghreb ne pouvait pas rester insensible à l'Afrique. 2 romans, Au-dessus du continent noir en 1912 et surtout L'Invasion noire dès 1894, prennent aujourd'hui l'allure d'une actualité brûlante, car sur un fond de fanatisme religieux, il raconte la prise en main des peuples sahéliens par le Proche-Orient arabe en vue d'une offensive vers l'Europe. Drian s'est tenu régulièrement au courant de l'évolution des armes, mais surtout il en a tiré les conséquences dans le domaine de la théorie militaire. Ainsi, dès les années 1890, il annonce que le feu tue. Il s'intéresse d'abord à l'évolution des armes. Les premiers livres évoquent largement le sujet qui a occupé le devant de la scène dans les années 1880-1890, celui de l'artillerie et surtout des obus à la mélinite qui ont rendu obsolètes les fortifications construites après 1871. Le feu des batteries de campagne allemandes contre Liouville, narré dans la guerre de forteresse, tient autant compte de ce qui a été vécu durant la guerre de sécession ou la guerre franco-prussienne que des expériences conduites depuis par l'armée française. Mais Drian a aussi imaginé l'emploi massif des gaz de combat afin de stopper l'invasion noire sous les murs de Paris. Dans Les Robassons souterrains, il décrit la guerre des mines 2 ans avant Vauquois en s'inspirant du précédent fameux de Sébastopol. Cet épisode célèbre de la guerre de Crimée avait déjà été évoqué dans son premier roman. Quand le livre sort, Drian en a tiré les premiers enseignements et il réécrit profondément certains chapitres. Si ses conceptions sont relativement classiques en matière de forteresse, il décrit avec soin les travaux rendus nécessaires par l'évolution des explosifs et des obus torpilles. Les fortifications sont certes utiles afin de se parer d'une attaque brusquée de l'ennemi, mais uniquement durant le temps nécessaire pour réaliser la mobilisation et encore à condition que les troupes de couverture viennent boucher les espaces libres entre les forts et qu'elles puissent librement y manœuvrer. Ces conditions avaient été mal remplies au début de la guerre de forteresse, causant l'isolement du réduit. Drian n'a pas les a priori de Foch pour qui l'aviation n'avait avant-guerre aucun avenir militaire. On sait aujourd'hui d'ailleurs que cette phrase de Foch est apocryphe. Il est au contraire fasciné par les ballons, les avions et les sous-marins, et sans nul doute aurait-il rêvé d'être le lieutenant de Robinson.
Les remplaçants sous-marins commencent quant à eux par le non-respect du règlement militaire, lorsque le capitaine du bâtiment autorise son meilleur ami, officier terrien, à monter à bord pour ce qu'il croit devoir être un court exercice en mer. Drian aurait pu être ce militaire-là. En ce qui concerne l'usage du sous-marin, Drian prend donc clairement parti en faveur de l'amiral Howe et des tenants de la nouvelle école. Plus intéressant est l'intérêt de l'auteur pour la communication entre les armes et les armées. Un sujet encore d'actualité, une génération ou deux plus tard, au moment de la rédaction de Vers l'armée de métier de De Gaulle. C'est une question importante à une époque où la marine et l'armée de terre vivent encore dans deux mondes complètement séparés. N'oublions pas qu'en 1940 encore, l'état-major n'avait pas jugé nécessaire d'équiper les chars français de radio. Or, dans la guerre fatale, la victoire finale contre la perfide Albion n'est rendue possible que par une fine coordination de la marine et de l'armée de terre. Mais Danrit évoque aussi la nécessité d'une communication en temps réel entre l'artillerie, l'infanterie et ce qui n'est pas encore l'aviation. Or, il connaît bien les travaux du capitaine Ferrier, promoteur de l'usage de la TSF militaire, auquel il rend hommage dans l'Aviateur du Pacifique. Des expériences ont été menées dès 1898 sur la Tour Eiffel et un poste permanent y a même été installé par l'armée. Or, c'est parce que Joffre a été informé par radio des renseignements obtenus par un avion d'observation que la victoire de la Marne a pu être possible en 1912. Je parlais tout à l'heure du lancement du site expérimental de Meudon pour les ballons. Dans les années qui ont suivi, les expériences ont continué, et notamment sous l'impulsion du futur général Étienne, qui est le futur créateur des chars de combat, avec Louis Renault. Mais le général Étienne est aussi le créateur de l'aviation d'observation et de l'usage de la TSF dans l'aviation. Et Drian était sans doute en contact avec Étienne. Dans la ligne droite du développement de la TSF militaire et des autres inventions plus ou moins imaginaires en matière de télécommunication, caloriphone ou dirigeable changeant de couleur, Danrit envisage tout naturellement la guerre électronique. Pour couvrir leurs invasions des îles Hawaï, les Japonais du roman de Drian avaient prévu un réseau de chalutiers munis d'antennes chargés d'écouter puis de brouiller les communications de la flotte américaine, ce que les marins soviétiques sauront très bien faire durant la guerre froide. Dans Au-dessus du continent noir, le commandant écrivain pose enfin le problème du contrôle des armements dans une économie libérale et libre-échangiste, en s'appuyant sur un fait divers réel, la revente par la France d'un stock de fusils obsolètes qui s'est retrouvé quelques temps plus tard aux mains de tribus africaines révoltées contre elle. L'invasion jaune lui permet de conceptualiser aussi l'idée de guerre économique, voire implicitement celle d'intelligence économique, des notions qui sont apparues tardivement dans la pensée stratégique française. En 1914, on évoque encore, en effet, cette question que sous l'angle de la logistique. Les conflits racontés par Drian commencent toujours sans déclaration de guerre, par une attaque brusquée, ce qui avait été effectivement le cas en 1905, longtemps en Pearl Harbor, lors de l'attaque japonaise contre la Russie en Extrême-Orient. La perfidie allemande, japonaise ou britannique est même le thème récurrent des grandes trilogies. Les Prussiens envahissent en nuit la Lorraine pour venir buter contre les côtes de Meuse. Les Japonais attaquent Pearl Harbor au petit matin. Et les Anglais coulent sans crier gare nos bâtiments rades de Bizerte, événement qui annonce fidèlement merci le Kébir. En revanche, la contre-attaque bleu-blanc-rouge est méthodique. Les Britanniques ont oublié les sous-marins français, comme les Japonais les porte-avions américains en 1941. Ceux-ci détruisent les cuirassés de Sa Majesté dans la Manche, avant que grâce à une excellente coordination, l'armée de terre, les chasseurs à pied en tête ne débarquent sur les plages anglaises, c'est Overlord à l'envers. Or, il s'agit d'une véritable question. Il y a une recherche à conduire, ne serait-ce que pour voir si l'armée française a organisé des plans d'offensive en direction de l'armée britannique en 1898. Le thème de la mobilisation et la disposition des troupes de couverture est central dans les grands romans. Le plan de mobilisation français, qui avait été désastreux en 1870, mais aussi les avancées imposées par Boulanger dans ce domaine, se trouvent donc en arrière-plan de la guerre de demain. La mobilisation sino-japonaise, le premier volume de l'invasion jaune, est ainsi tout entier, près de 500 pages, consacré à ce seul thème, celui de la mobilisation, mais vu du côté de l'ennemi. Les grandes trilogies, mais aussi la série vue dans son ensemble, prouvent que Drian a tout de suite envisagé la possibilité d'une guerre mondiale où la Russie, les États-Unis, le Japon, la Chine seraient présents. Ce qui ne va pas de soi en ce début du XXe siècle, alors que l'Europe, sûre d'elle-même et méprisante, se voit encore pour longtemps au centre du monde. De même, l'accent mis sur l'espace arabo-musulman et sur le Proche-Orient n'a sans doute pas, quelques années plus tard, été désavoué par le colonel Lawrence. L'invasion jaune est une guerre totale qui ne porte pas son nom, puisque ce terme n'existe pas. Encore. Le conflit est d'ampleur mondiale. L'Asie déferle comme au Moyen-Âge sur l'Europe et les armées déploient des millions d'hommes. Mais la guerre est d'abord économique et financière. Elle s'appuie sur l'industrie et sur l'exploitation de peuples entiers, volontaires ou réduits en esclavage. Les opinions sont mobilisées par une propagande habile et le contrôle de l'information est strict.
Le commandant en chef japonais n'hésite pas enfin à ordonner des massacres de masse qui annoncent ceux de Nankin. Le système de terreur qu'il institue, l'élimination planifiée des peuples qui se dressent en travers de ses projets, la destruction des religions au profit d'une sorte de culte du chef et jusqu'au grand rassemblement, annonce même les régimes totalitaires que Drian ne connaîtra pas, mais que des auteurs qu'il a sans doute plu, je pense à Georges Sorel, appelaient alors de leur vœu. Dès 1888, au début de la guerre de demain, le capitaine d'Henry raconte une invasion allemande par la Lorraine qui bute sur les fortifications, mais aussi par la Belgique, dont la neutralité est violée. Cette attaque vise à gagner le plus vite possible à l'ouest en jouant sur la lenteur de la mobilisation russe contre laquelle l'armée du Kaiser compte se retourner une fois la victoire acquise sur le front occidental. Il ne fallait donc pas être grand clair pour inventer le plan Schlieffen. Il n'est pas exclu que Drian, au cours des activités de la section de statistique de l'état-major, en tête du deuxième bureau, ait connu, peut-être dès son passage au cabinet de Boulanger, la teneur des différents plans, alors à l'étude à Berlin. Les combats sous les côtes de Meuse et autour du Louville sont également très proches de ceux qui auront lieu une génération après au saillant de Saint-Mihiel. C'est pourquoi Drian a tenu aussi à étudier la question du point de vue de l'adversaire. Or, il s'agit d'une des bases de la stratégie, se voir soi-même agir dans les yeux de l'adversaire. Le journal de guerre du lieutenant von Flischke raconte en effet la même histoire que la guerre de demain, mais le narrateur, le lieutenant d'Henry, est remplacé par un officiel. Dans ses derniers romans et dans des commentaires qu'il ajoute à la fin de certains d'entre eux, Drian pose même la question de la possibilité que la guerre puisse exister dans l'avenir, du fait de la multiplication d'armements, l'industrialisation de la guerre, rendant la guerre impossible du fait des menaces de destruction qu'elle ferait courir. Il n'utilise pas le terme de dissuasion, mais le concept apparaît en filigrane dans ses écrits. De même, par des études statistiques, des études budgétaires, il pose la question sur la possibilité, 1914 lui donnera tort, pour un gouvernement moderne de pouvoir financer une guerre durant plus que quelques mois. Si 1914 finit par donner raison à Drian, celui-ci n'avait aucun don de divination. Il savait juste lire une carte de géographie, tant au plan tactique qu'au plan stratégique, et dans le domaine international, son intérêt pour la géopolitique et sa culture lui a permis de deviner le dessous des cartes, les endroits chauds du siècle à venir. Et en bon militaire, il en déduit la manière dont les guerres futures seraient conduites. De Gaulle a lu Drian et s'est souvenu de lui. Adolescent, dans une rédaction, il se voit arrêtant l'invasion japonaise à la tête des armées françaises. Alors que l'officier de chasseur décrit une défaite, la France est envahie puis occupée dans l'invasion jaune, le futur chef de la France libre n'accepte pas cet état de fait. Le sursaut n'a pas lieu dans le roman, mais un petit groupe de patriotes s'est replié en Tunisie, et là, dans l'Empire colonial, il continue la lutte sans l'Angleterre. C'est le 18 juin de Drian. Dans l'invasion noire, il imagine aussi le scénario très bonapartiste d'un peuple français se tournant pour son salut vers un général descendant de Jeanne d'Arc, lequel assume la fonction de chef de l'État, le temps de réformer la France et de sauver le pays, avant de résigner volontairement ses fonctions. Quelle part ces lectures de jeunesse ont-elles pu jouer, des décennies plus tard, dans les résolutions prises par le chef de la France libre et le fondateur de la Ve République? Drian, quant à lui, a-t-il eu la prescience de sa mort? Au-delà de l'anecdote du dernier courrier à sa femme, la puissance de feu ennemie de la guerre de forteresse annonce la préparation d'artillerie du bois des corps. Et le camp retranché d'au-dessus du continent noir, où une petite compagnie entière, isolée du reste de la colonne, se sacrifie, capitaine en tête, préfigure évidemment le dernier combat de l'écrivain combattant. C'est le premier et l'avant-dernier roman. On dit souvent que tel ou tel auteur a dû choisir entre la vie et l'écriture. Eh bien, Drian aura écrit sa vie et il aura vécu ses. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Schwinn, pour cette conférence particulièrement intéressante. Voilà, on va passer aux questions et je vous laisse, vous avez beaucoup parlé, donc je vous laisse reprendre un petit peu des forces. Alors, avant de passer aux questions, je vous inviterai juste après la conférence à remplir un petit questionnaire en ligne. J'ai mis le lien dans le chat afin que nous puissions continuer à nous améliorer tout au long de ce printemps de l'histoire-géographie jusque début juillet. Donc ça, c'était le petit point questionnaire. Et maintenant, on va passer aux questions. Si vous avez une question, vous pouvez juste l'indiquer dans le chat. J'ouvre votre micro et comme ça, vous pouvez poser directement votre question à Monsieur Schwint.
voilà, je vais poser la première question en attendant que d'autres arrivent. Ah bah, j'en vois une. Je vais poser celle de Pierre avant. Euh, Quelle est la relation de Drian avec la religion? Oui. Est-il proche de Végan? Alors, sur la proximité avec Végan, Daniel David, qui a fait la biographie de Drian en s'appuyant notamment sur les archives familiales, bon, sur son dossier militaire, mais surtout sur les archives familiales, ne l'évoque pas. Alors, Végan est un petit peu plus jeune, mais on sait que, par exemple, au moment de l'affaire Dreyfus, Végan a fait la tournée d'un certain nombre d'unités pour, lorsqu'il y a eu cet appel à financer une statue du colonel Henry, donc celui qui a fabriqué les faux contre Dreyfus. Végan est antisémite. Bon, au moment de l'affaire Dreyfus, Drian se tient relativement en retrait sur cette question et il n'est vraisemblablement pas antisémite. Maintenant, est-ce qu'il y a eu une relation entre Drian et Végan? Est-ce qu'ils se sont croisés? Drian a quitté l'armée au moment où Végan arrive à ses premiers postes de jeune officier. En revanche, maintenant, la question de la religion. Alors, Drian est catholique, catholique pratiquant. J'ai évoqué la question de son rapport, alors, les termes n'existent pas encore réellement, mais avec le catholicisme social, mais il fait partie de ces catholiques ralliés à la République dans les années 1890. Et donc, il prend bien soin de séparer les registres. Et voilà pourquoi nous avons nous savons qu'il est catholique pratiquant, mais nous avons peu de témoignages permettant, mais c'est à peu près la même chose pour De Gaulle, nous n'avons pas d'écrit, peu de choses permettant de connaître ses convictions réelles. Et voilà pourquoi je ne peux pas répondre beaucoup plus sur ce point. Merci. Alors, on revient à ma question du coup. On a vu que l'écriture de Drian était particulièrement prolifique avec de nombreux ouvrages. Et ma question était un peu plus personnelle par rapport à vous. Qu'est-ce qui vous a poussé vers la recherche et vers, d'une certaine manière, redécouvrir Drian et nous faire découvrir ou redécouvrir Drian? Et est-ce que cet engouement est permis par peut-être des nouveaux documents qui ont été découverts ou un recoupement différent de ces œuvres qui vous a poussé vers cette étude? Alors, pourquoi est-ce qu'on fait des recherches? Pourquoi est-ce qu'on écrit? C'est une bonne question. Alors moi, je suis au départ moderniste, spécialiste d'histoire des religions, mais j'habite et je travaille en Meuse, et donc on n'échappe pas trop longtemps en Meuse au tropisme de l'histoire contemporaine et de 14-18. Donc bien sûr, j'ai été confronté à Drian, mais c'est un peu le hasard d'un collègue qui était muté à l'autre bout de la France et qui vidait sa bibliothèque et qui m'a donné quelques volumes. J'ai passé les 6 mois suivants sur tous les sites de vente sur Internet pour me munir de tous les autres, qui m'a d'abord passionné pour l'écrivain. Et ce n'est qu'une dizaine d'années après où j'ai commencé à lancer ce travail de relecture. Parce qu'entre-temps, grâce au centenaire, beaucoup de travaux ont été publiés, beaucoup de biographies de gens connus ou pas connus, et publications qui permettent d'avoir vraiment une meilleure image d'eux. Je prends un seul exemple. Le général de Castelnau, qui avait fait partie de la liste des maréchaux de France et qui a été rayé au dernier moment, et il n'a jamais été promu maréchal de France, qui a occupé tous les postes les plus importants de la haute hiérarchie militaire, qui est le vainqueur du Grand Couronné en 1914, sans lequel il n'y aura plus eu la bataille de la Marne, etc., etc. Or, on a très longtemps eu de Castelnau une image très caricaturale d'un officier royaliste, ultra-catholique, etc. Or, la relecture de sa carrière, de ses écrits, etc., nous livre l'image d'un officier loyal, républicain de raison et catholique modéré. Alors, comme quoi, voilà, le centenaire a permis d'enrichir le rapport qu'on va avoir avec cette époque. De la même manière, on connaît de mieux en mieux, alors il y a eu des tas de travaux depuis William Serment dans les années 70-80 sur la place des officiers sous la Seconde République, on connaît de mieux en mieux cette époque. Et donc, il est sans doute plus facile aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans de replacer Drian dans son milieu. Là, par exemple, je me suis lancé dans le travail que j'ai lancé.
un travail de prosopographie en reprenant tous les généraux importants de 1914-1918, plus le colonel Picard, plus le colonel Marchand, enfin, tous les gens qui ont été très connus à l'époque, pour reconstituer ce milieu et voir si Drian était représentatif, et le travail montre qu'il est très représentatif de ce milieu, et qu'il avait gravi toutes les étapes obligatoires, tous les rites de passage, etc., instructeur à Saint-Cyr, etc., qui devaient lui permettre d'arriver un jour tout en haut de la hiérarchie militaire, et à un moment donné, il y a un arrêt. Et du fait de cet arrêt, son entrée en littérature, mais alors même que j'imaginais que peu de militaires écrivaient à l'époque, je me suis rendu compte que beaucoup de ces grands officiers très connus parmi la guerre de 14-18 avaient eux-mêmes écrit beaucoup. Je prends un seul exemple, le général Dubail, qui commandait une des armées en 1914, a publié Flores de manuels de géographie, certains dédiés à l'enseignement primaire, et également des choses de plus de recherche qui rapprochent plus de la géopolitique. Le général Étienne, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui est le fondateur de l'aviation de reconnaissance, de la TSF, des chars de combat, a beaucoup écrit également sur le rôle de la psychologie dans la conduite des opérations militaires. Donc voilà, donc il y avait malgré tout ce que l'on peut croire, il y avait un milieu militaire qui produisait beaucoup de littérature. Cette littérature est accessible, et donc il pouvait être intéressant de replacer Drian dans ce milieu. Donc voilà, donc c'est quelques-unes des raisons qui m'ont poussé à m'y intéresser. Et est-ce qu'il y a aussi une idée un peu de réhabilitation de Drian? Alors, je ne crois pas qu'il y ait besoin de réhabiliter Drian, mais peut-être de le sortir de ce personnage, voilà, de personnage historique. Voilà, un officier qui s'est sacrifié au bois des corps. Donc, le sortir du roman national parce qu'avant 1914, c'est quelqu'un qui, il était parlementaire, un membre influent de son groupe parlementaire, il était journaliste, il était connu dans de nombreux pays pour ses différentes fonctions. Il est en relation avec un certain nombre de personnages importants de la scène internationale. Je pense par exemple à la famille de Bourbon-Parme, famille qui a par exemple servi lors des tentatives de médiation entre la France et l'Autriche-Hongrie à partir de 1916. Donc voilà, donc il a un réseau, des tas de connexions. Il les utilise pour se tenir au courant de ce qui se passe un peu partout dans le monde. Donc c'est un personnage important qui allait faire son entrée à l'Académie française. Il a posé sa candidature. Bon, il est mort en 1916 et les choses ne sont pas allées plus loin. Donc voilà, le sortir peut-être de non pas le réhabiliter, parce que je crois qu'il n'y avait pas de nécessité, mais essayer de le remettre à sa bonne place. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Alors, une question de Geoffrey. Ah. Est-ce que le roman est une modalité courante de l'expression militaire à cette époque? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle l'expression militaire. Moi, est-ce qu'il y a il y a deux possibilités, je le comprends de deux manières. Est-ce que il y a beaucoup de romans qui prennent comme base le monde militaire, et c'est le cas. Alors, par période, ça a été notamment le cas beaucoup après 1870. Ça redevient le cas au début du XXe siècle. Ou est-ce que beaucoup de militaires publient? On peut lui poser, si Geoffrey veut bien mettre son micro, on peut peut-être nous expliquer un peu plus précisément son propos. Alors, merci pour cette conférence déjà. Je pensais plutôt à la deuxième, à la deuxième partie de la question, à la deuxième version de la question. Oui. Alors c'est une bonne question. Je me la pose aussi, je n'ai pas obligatoirement la réponse. Est-ce que beaucoup de militaires, que j'ai déjà dit que beaucoup de militaires écrivaient de la littérature technique. Ceci dit, c'est assez compliqué puisque la loi, tout au long du 19e siècle et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale,
la loi est de plus en plus, les règlements militaires, la loi en général, tend à réduire les libertés des militaires. Alors, ils n'ont pas le droit de vote, ils l'ont eu à un certain moment, ils n'ont pas le droit de s'exprimer, de voir de réserve, etc. Mais pour pouvoir publier, ils doivent demander l'autorisation de leurs supérieurs et les conditions deviennent de plus en plus drastiques. D'où le fait soit de se limiter à une littérature purement technique, soit après la possibilité, mais le procédé est vite défloré, de prendre un pseudonyme. Donc, ça pourrait être intéressant de chercher si d'autres officiers de la même génération ont publié des romans, et voir sous un pseudonyme. Alors, pour l'instant, ce n'est pas un domaine sur lequel j'ai beaucoup avancé. Et justement, là, pour les romans, il fallait avoir une autorisation de ses supérieurs. Et par contre, Oui. on voit que Drian est devenu député. Oui. La fonction politique, enfin, même s'il venait de quitter l'armée, la fonction politique était quand même plus acceptée? Alors, à partir du moment où il quitte l'armée, il récupère la plénitude des droits de n'importe quel citoyen. Donc, il a une liberté pour publier s'engager dans la politique. En revanche, avant 1905, avant qu'il ait quitté l'armée, le fait d'obtenir un mandat politique l'obligeait à démissionner de l'armée. Et tant qu'il est militaire, la moindre publication nécessite l'autorisation de ses supérieurs, qu'il obtient d'ailleurs, lui, sans problème. Ok. D'autres questions? Peut-être une dernière question? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir arrêter. Dernière chance. Non, en tout cas, merci beaucoup encore pour cette conférence, vraiment très intéressante. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver cette conférence sur YouTube et je vous invite à la partager autour de vous. Nous, pour le Printemps de l'Histoire Géo, on vous donne rendez-vous dès demain à 17 h pour une conférence sur la transition agricole et alimentaire, un sujet vaste. Je vous ai remis le lien du questionnaire en ligne dans le chat. Merci, bonne soirée à tous et encore merci Monsieur Schwinn pour cette conférence. Merci à vous. Merci, au revoir.